Né à Téhéran, avec la révolution islamique. Après la révolution khoméniste, le voile est devenu obligatoire pour toutes les femmes, mais aussi pour toutes les petites filles. Je me souviens, quand on m'a recouvert de noir, le premier jour d'école, j'avais 6 ans, je voulais pas porter le voile. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai piétiné mon voile, sans succès. Et finalement, la seule réponse qui s'est imposée à l'enfant que j'étais fut de montrer mon cul. Si. Tous les jours, après la sonnerie, je retirais le voile et la tenue réglementaire qui allait avec pour me précipiter dans la cour cul nu, poursuivie par les femmes corbeaux qui trébuchaient sur les pans de leur tchador. À 6 ans, c'est un spectacle super réjouissant. Des années ont passé sur le voile de mon enfance. Des années durant lesquelles j'ai pu mettre du sens sur ma réaction physique et enfantine. Le voile sexualise le corps de la femme. En l'occultant, le voile fait le nid de la concupiscence. En comparaison, le cul nu de mon enfance était super innocent. Il est absurde de croire que le voile protège la femme. Il la vulnérabilise et crée une hiérarchie des femmes, de la prude qui le porte à la pute qui le refuse. Et pourtant, les chiffres venus d'Égypte sont confondants. 92% des femmes y sont voilées et 96% subissent des attouchements sauvages dans les rues. La blague qui circule au Caire dit que les 4% restantes n'étaient pas chez elles le jour du sondage. À Téhéran, j'avais demandé à mon professeur de religion, qui ne nous regardait jamais, nous, les filles, pourquoi je devais porter le voile. Il avait répondu par un lapidaire « Parce que vous êtes, vous les femmes, des objets dangereux ». C'était méprisant, c'est sûr, mais c'était salvateur. J'ai 8 ans et je fais si peur que ça. Avec mes cheveux, mes poignets, mes chevilles, de rien du tout, je fais peur à un type tellement plus vieux. Mais alors, j'ai des super pouvoirs? Toutes les femmes ont des super pouvoirs? Ce jour-là, j'ai décidé de garder mon super pouvoir pour ne plus jamais être réduite à un objet. Voilà comment j'ai commencé par regarder le monde autrement, en devenant sujet. Pour s'accomplir en tant que sujet, nous avons besoin de notre mémoire et de notre histoire. À mon arrivée à Paris, je m'attendais à avoir atterri dans le pays de Simone de Beauvoir. Je m'attendais à les croiser partout, les Simone de Beauvoir que mon père m'avait promis, dans la vie et dans les livres. Eh bien, elles n'étaient pas là. Elles étaient occultées, voilées. Aujourd'hui, Olympe de Gouges et sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne sont entrées dans les manuels scolaires. Mais elles sont où, toutes les autres? Elle est où, Hubertine Auclair, première femme française à se dire féministe et qui lança une grève de l'impôt avec ce slogan génial « Je ne vote pas, je ne paye pas ». Elle est où, Jane Dieulafoy, qui traversa la Perse en 1880-1882 et apporta sa contribution fondamentale à l'étude de la Perse antique et l'origine de l'architecture occidentale. Il suffit de se promener au Louvre pour remarquer qu'une salle porte son nom. Et c'est travestie en homme que cette insoumise a reçu la Légion d'honneur, à une époque où le travestissement était interdit. Elle est où, Marguerite Durand, féministe, syndicaliste, rédactrice, journaliste, qui lança avec succès le premier quotidien féminin La Fronde, non seulement entièrement écrit, mais aussi fabriqué et distribué par les femmes, et dans les pages duquel il était davantage question de politique internationale et d'économie que de cuisine et de mode. Aujourd'hui, autant qu'hier, l'obscurantisme s'en prend aux femmes, à leur corps, à leurs droits. Et aujourd'hui, tout autant qu'hier, nous avons besoin des Lumières pour nous battre. Les Lumières, c'est un appel à l'insoumission. L'insoumission, c'est le premier pas vers notre révolution. Merci.